Hello tout le monde, comment allez-vous? Est-ce que je vous ai déjà montré cet appareil photo sur cette chaîne YouTube? Je suis même pas certain. Il s'agit d'un appareil photo extrêmement important pour moi. Il s'agit d'une Nikon D3200 que je viens de récupérer. C'est ma maman qui l'a utilisé ces dernières années. Et il s'agit du tout premier appareil photo que je me suis acheté moi. Donc je me le suis acheté quand j'avais 15 ans. L'objectif qui est dessus, c'est un Sigma 17-55 2.8. 1750 2.8, qui est plutôt de bonne facture. Ça, je l'ai acheté un peu plus tard, par contre. Donc, il s'agit d'un appareil photo d'entrée de gamme de chez Nikon. La série 3000, c'était les entrées de gamme. Le 3200, à l'époque où je l'ai acheté, c'était net sortir plus ou moins. Même si je crois que je l'ai eu en rabais, donc peut-être que ça faisait peut-être un petit moment qu'il était dispo. Ce que je me souviens de ce que disaient les critiques de cet appareil à l'époque où je l'ai acheté, c'est que le capteur utilisé dedans, qui est un capteur Sony de 24 mégapixels, était vraiment excellent, exceptionnel, et au-delà de tout ce qui s'est fait dans l'entrée de gamme jusqu'à maintenant, il y a même eu des histoires où ce boîtier spécialement a eu sur le site DxO, je sais pas si vous connaissez le site DxO, il teste des capteurs en profondeur, il teste quasi tous les aspects d'un appareil photo, et après il donne des notes pour la sensibilité en basse lumière, la plage dynamique, et la profondeur des couleurs, et ensuite ils font une note totale qu'ils vont attribuer du coup à l'appareil. Et cette note, en gros, pseudo-scientifique, enfin genre, eux ils appellent ça des tests scientifiques, mais je ne connais pas vraiment leur vraie méthode. Mais bien entendu, même si la note est très bonne, ça ne reflète pas forcément exactement ce qui va se passer dans la vraie vie. Quoi qu'il en est, si je me souviens bien, ce Nikon d'entrée de gamme avait eu sur DxO une note plus élevée que la meilleure note de chez Canon. Donc à l'époque, Canon c'était les principaux concurrents de Nikon. Canon c'était les vendeurs numéro 1 d'appareils photo et Nikon en position 2 si je me rappelle bien. Et du coup, les critiques qui avaient testé cet appareil, la seule vraie critique qu'ils lui donnaient, c'était que c'était dommage qu'on ait un capteur aussi bon dans un appareil photo avec des fonctions plutôt limitées vu que c'était un entrée de gamme. Et surtout que les objectifs Nikon APS-C faits pour être montés là-dessus étaient vraiment pas très bons. Et c'est pour ça que j'avais fini par acheter cet objectif Sigma en fait, qui est de meilleure qualité et qui ouvre à 2.8. Bref, en 2014, j'ai acheté un Panasonic pour faire de la vidéo parce qu'il faut savoir que oui, j'ai beaucoup utilisé ce Nikon pour faire de la vidéo aussi, et la qualité d'image était vraiment très bonne, je m'en rappelle, mais uniquement en bonnes conditions de lumière, et aussi niveau utilisation, cet appareil était assez infernal. Par exemple, vous deviez quitter le live view pour ajuster votre diaphragme et ensuite retourner en mode vidéo, donc il n'y avait aucun moyen de changer le diaphragme pendant qu'on enregistrait, sauf si vous achetiez une optique manuelle. Le son était vraiment pourri et il était surtout extrêmement instable en fait. Je sais pas combien de fois on a gâché des vidéos parce que l'appareil s'est juste éteint pendant qu'on enregistrait sans qu'on le remarque en fait, parce qu'on était devant la caméra avec moi et Leandro qui était très présent sur YouTube avec nous sur notre vieille chaîne YouTube Gléo Productions, dont beaucoup de vidéos sont encore en ligne, c'est assez rigolo. Enfin bref, la raison pour laquelle cet appareil je l'ai aussi, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, en 2014 j'ai upgrade vers un Panasonic GH4 pour la vidéo et j'ai aussi passé à un Sony A7 pour la photo, et à partir de là j'ai complètement arrêté d'utiliser le Nikon ici, et c'est ma maman qui l'a récupéré et qui l'a utilisé pendant un petit moment en fait, jusqu'à récemment, où elle m'a dit que honnêtement elle avait plus la patience d'utiliser Oui, allô? Du coup, ma maman est récemment partie en voyage et vraiment, elle m'a dit qu'elle avait pas la patience de réapprendre à utiliser ce genre d'appareil. Elle a fait beaucoup d'argentique quand j'étais jeune, on a beaucoup de photos d'enfance, moi et ma soeur, qui ont été prises en argentique, qui sont magnifiques, etc. Mais c'est vrai que, bah voilà, il faut avoir envie, et puis quand on commence à devenir un peu plus âgé, on a peut-être plus autant la patience. Moi-même, je me rends compte que j'ai de moins en moins la patience d'utiliser certains ordinateurs et logiciels, etc., et que je deviens de plus en plus intransigeant sur quand les choses ne fonctionnent pas comme elles le doivent. Bah du coup, elle a décidé de me le rendre, elle m'a dit, vends-le, etc. Fais-toi un peu de sous avec, et elle prend des photos avec son iPhone et elle est très contente, et elle a fait des magnifiques photos des aurores boréales avec son iPhone qui sont vraiment bluffantes. Et tout ça pour dire que du coup je l'ai récupéré, et je me suis dit bah peut-être qu'effectivement je vais le vendre ou bien trouver quelqu'un qui veut débuter. Et même si l'appareil il vaut plus grand chose d'occasion, justement, on peut en trouver pour à peine 100 balles, un appareil comme ça. Après il vous faut un objectif dessus. L'objectif 18-55 de base Nikon n'est pas excellent, là j'ai le Sigma qui est un peu meilleur, mais mon préféré c'était le Nikon DX 35 mm 1.8. Bref, tout ça pour dire que j'ai ressorti cet appareil, je me suis dit tiens, je me lance un challenge. Je vais sortir dehors, je vais aller faire des photos avec, et puis bah je vais importer ces photos, les fichiers RAW, et je vais les traiter comme je traiterais mes photos aujourd'hui, et je vais les poster sur Instagram, et on va voir à quel point c'est moins bien qu'un appareil photo plein format actuel, à quel point Nikon était en avance sur la qualité du capteur, parce que comme je le dis, le capteur était vraiment exceptionnel pour l'époque à l'intérieur. Et puis aussi, voilà, vous entendrez beaucoup les grands photographes vous dire il n'y a pas de mauvais appareil, il y a uniquement de mauvais photographes, ou des petites phrases en mode si vous savez utiliser un appareil, vous pouvez faire des photos magnifiques avec même une patate. Et c'est souvent très vrai, mais les gens qui vous disent ça, ils sont là, ah oui, effectivement, t'as pas besoin d'un appareil très cher, regarde-moi avec mon Leica à 10 000 balles, n'est-ce pas? Et donc c'est pour ça que je vais sortir l'appareil, faire un max de photos avec. Là, je viens de sortir en fait, je rentre, je vais bientôt les importer dans l'ordi, mais
Je vais aller faire quelques petits shootings de plus pour qu'il y ait un peu de diversité. Je l'ai pris en main et je me suis immédiatement rappelé comment il fonctionne. Aussi, les appareils à l'époque avaient tellement peu de fonctions, et surtout le fait que celui-ci est à l'entrée de gamme, moins de fonctions, ça veut dire beaucoup moins de temps perdu à rechercher dans les menus. C'est ça que je critique beaucoup aux appareils Sony. C'est pour ça que j'aime pas tellement les Sony, que j'ai plus tellement envie de les toucher, mais c'est qu'il y a tellement de fonctions, de trucs, etc. On peut tellement tout faire avec un Sony, et on peut tellement faire des résultats magnifiques et exceptionnels avec un Sony que il faut une chier de menu et de paramétrage, et juste je n'ai plus la patience pour ce genre de choses, et donc c'est pour ça que je m'éloigne et je ne toucherai plus Sony. Mais revenir à un vieil appareil d'époque où justement on n'avait pas toutes ces fonctions, on n'avait pas tous ces trucs, en fait c'est assez rafraîchissant. Et est-ce que le vieux, c'est pas le nouveau nouveau? Bien, du coup, les petits bouts de vidéo que vous venez de voir ont été filmés avec le Nikon D3200. Il peut filmer en 1080p jusqu'à 25 ou 30 images secondes. Les bouts ont été filmés à main levée avec l'objectif Sigma, dont la mise au point doit être absolument faite manuellement, et la bague de mise au point est vraiment tout sauf précise, donc c'était un peu compliqué de faire des plans très fluides. La stabilisation, elle aussi, aide un petit peu, mais n'est clairement pas autant efficace que ce qui se fait aujourd'hui. Vous verrez que la qualité de vidéo est plutôt bien. Alors j'ai filmé avec le profil de couleur neutre, et j'ai fait un petit peu de colorimétrie avec le plugin Film Convert. J'ai aussi ajouté un petit peu de grain à l'image, ce qui lui donne un look quand même pas mal vintage. Vous remarquerez que les couleurs sont ok, que la netteté, les détails, etc. sont plutôt bons. La plage dynamique est, je dirais, correcte, mais lorsque quelque chose est blanc, trop lumineux, ça clip directement. Par exemple, là maintenant, ce que vous êtes en train de voir est aussi filmé avec le Nikon D3200. Vous voyez que la fenêtre derrière moi, elle est blanche, complètement cramée, il n'y a aucun détail, et ça, on peut rien y faire, ma foi, c'est la limite d'un capteur qui date de genre, je sais pas, de 2011-2012. Mais je pense qu'avec une bonne lumière comme maintenant, un bon objectif, un caméraman pour vous faire la mise au point dessus, vous pouvez faire des vidéos parfaitement décentes encore aujourd'hui avec. C'est vrai que le plus gros problème que j'avais lorsque j'utilisais ça comme caméra principale sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas de moyen de tourner l'écran, donc il faut brancher un écran externe avec un adaptateur HDMI. Il faut vous faire la mise au point sur le visage manuellement parce que l'autofocus est inutilisable. Et puis voilà, après la qualité, bah elle est correcte, étalonnée en post avec le plugin Film Convert, et comme d'habitude j'ai ajouté un peu de grain. Bien, je vais maintenant vous laisser avec une petite sélection d'images, une vingtaine de photos que j'ai prises avec ce Nikon ces derniers jours. J'ai essayé de prendre plusieurs sujets différents. J'ai aussi fait quelques photos en basse condition de lumière et quelques longues pauses. Les longues pauses rendent d'ailleurs plutôt bien de ce que j'ai vu. J'ai déjà pris le temps de retoucher les images sur mon ordi. On se retrouve après ce petit diaporama d'images pour que je vous donne mon avis, ma conclusion sur cet appareil. Est-ce que oui ou non c'est une bonne option pour débuter? Combien d'argent vous devriez dépenser pour vous en obtenir un? Je vais aussi vous raconter ce que ça m'a fait de retourner à cet appareil, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé avec le recul. Et puis voilà, allez, diaporama. Ça a donc été extrêmement sympa de retourner aux sources, de revenir à cet appareil qui était le premier appareil que je me suis offert. On va commencer par la qualité d'image. Alors déjà,
La qualité d'image, elle est d'une certaine façon moins bien que ce que je me rappelle d'époque, et c'est tout à fait normal parce que j'ai été habitué, surtout récemment, à du plein format, j'ai été habitué à plus de millions de pixels, et là on est de retour sur du 24, c'est largement suffisant honnêtement, 24 mégapixels pour un appareil, que ce soit pour du débutant ou même pour du professionnel, c'est bien assez. Après le truc c'est que pas tous les 24 mégapixels sont identiques, j'ai quand même grandement l'impression que les images que j'ai obtenues avec ce Nikon sont pas mal, même beaucoup moins nettes que ce que j'arrive à faire par exemple avec un Fuji qui a un capteur de même taille et de 26 mégapixels au lieu de 24, on s'entend c'est quasi pareil, et ça c'est peut-être dû à l'optique aussi. Donc l'objectif que j'ai dessus c'est un Sigma 17-50 mm 2.8 qui est quand même censé être pas mal meilleur optiquement que le Nikon 18-55 ou que les objectifs que vous avez de base. Honnêtement avec le recul je trouve que cette optique spécialement à grande ouverture n'est pas si nette que ça, que le flou n'est pas si beau que ça, mais encore une fois c'est peut-être que j'ai été mal habitué par des optiques de beaucoup plus grande qualité que j'aurais sur mes appareils plein format ou bien sur mes Fuji aussi. Après bien entendu il reste... C'est un zoom, et c'est un zoom d'entrée de gamme, il vaut pas si cher que ça, surtout aujourd'hui. Je pense que c'est une bonne option, mais voilà, en fait le plus gros truc qui m'a le plus frustré avec ce Nikon, et c'est pas en lien avec la qualité d'image, mais ça a eu un énorme impact sur la qualité d'image, et c'est la précision de l'autofocus qui est franchement pas bonne. L'autofocus, même quand il s'agit de prendre en photo juste un paysage, juste les montagnes, elle va une fois sur trois, je dirais, se tromper et être très légèrement devant ou derrière, ce qui fait que si vous n'avez pas votre diaphragme bien fermé, à genre f8 ou f11, sachant qu'avec un capteur comme ça, à f11, on a déjà pas mal de diffraction, donc on préférerait éviter d'être à f11, et ben en fait, on se retrouve, comme j'ai dit, à peu près avec une photo sur trois où le focus n'est pas si bien fait. En faisant de la photo argentique et en shootant avec des appareils plus haut de gamme, j'ai un peu perdu l'habitude de directement checker sur l'écran les photos quand je les fais, j'essaie de prendre des photos et d'éviter le numérique, mais cet appareil vous empêche un peu de faire ça, pour plusieurs raisons. Bah déjà, c'est que fréquemment il va rater l'autofocus. Je sais pas si c'est vraiment dû au vieux système de mise au point réflexe de ce Nikon, ou si c'est dû à l'objectif Sigma, ou un peu des deux, mais si vous faites une photo et qu'elle est importante, et que vous n'aurez pas l'occasion de reprendre la même photo plus tard, ben vous aurez peut-être meilleur temps de directement prendre plusieurs fois la même photo et de trier après coup, ou alors à peine après avoir pris la photo de venir la checker sur l'écran à l'arrière. Et aussi le deuxième truc, c'est qu'on a été habitué, enfin j'ai été habitué moi spécialement récemment à shooter quasiment plus que des hybrides depuis 2014, à avoir un viseur électronique qui me permet de prévisualiser mon exposition directement dans le viseur en fait. Bah là vu que c'est un réflexe, on ne peut pas voir l'exposition, ça veut dire que si vous shootez en manuel pour savoir si oui ou non vous allez bien exposer votre photo, vous allez devoir vous fier à un petit curseur qui se déplace de gauche à droite. Ça manque de précision et il est pas très facile à voir, donc vous avez meilleur temps de directement shooter en automatique ou en priorité ouverture comme j'aime bien, puisque ça me permet de quand même paramétrer manuellement le diaphragme qui aura un impact assez grand sur la photo, puisque c'est un impact sur la profondeur de champ, ce qui peut drastiquement changer le look d'une image. Mais le truc c'est que si vous shootez en automatique avec cet appareil, voilà, l'exposition ne sera pas la plus précise, et vu que vous ne pouvez pas voir dans votre viseur si oui ou non l'appareil expose automatiquement correctement, bah vous découvrirez uniquement après coup que l'appareil a peut-être complètement foiré l'exposition, et si les fichiers RAW vous permettent d'ajuster un petit peu l'expo après coup, on n'a pas du tout autant de flexibilité avec les RAW de ce Nikon qu'avec les RAW d'un Fuji, même d'entrée de gamme. Même les plus petits et moins chers Fuji, qui sont aussi des appareils photo avec des capteurs APS-C, vous procureront une bien meilleure plage dynamique et beaucoup plus de manœuvres en post-production via les fichiers RAW. Et bien entendu, si vous avez quoi que ce soit de plein format, vous allez aussi vous retrouver avec la flexibilité de beaucoup plus corriger une image au cas où l'appareil en automatique n'aurait pas fait son taf. Et c'est ça le plus gros défaut de ce Nikon d'après moi, c'est que voilà, vous ne savez pas trop ce que vous faites, vous allez vouloir checker sur l'écran après chaque photo, chaque prise de vue, et c'est pas très bon pour la photographie. Moi ça me ralentit, j'aime pas trop, ça me plaît pas tellement, et c'est pour ça que utiliser ce Nikon c'était pas aussi fun que ce que je me rappelais que c'était. En fait c'était assez fun à utiliser, mais quand j'ai vu les résultats en post, quand j'ai vu que à peu près un quart des photos, même un tiers des photos que j'ai prises étaient vraiment mal exposées, et que certaines n'étaient même plus retouchables tellement elles étaient trop mal exposées, ça me déprime un tout petit peu. La note sur DxO qui a été donnée à ce Nikon est exactement la même note que celle qui a été donnée au Canon 5D Mark III, et honnêtement il faut que je remette la main sur un 5D Mark III pour tester, mais je suis certain et convaincu que vous ferez des bien plus belles photos avec un Canon 5D Mark III qu'avec ce Nikon, mais en même temps c'est normal parce qu'un 5D Mark III d'occasion ça vaut encore 700 balles, alors que ce Nikon vous pouvez, si vous avez de la chance, en trouver pour 100 francs pas plus.
Et c'est ça le truc, vous voulez débuter dans la photo, eh bien c'est là où vous faites face à un dilemme en fait. Quand on débute la photo pour la première fois, il faut que vous vous posiez la question, est-ce que je veux vraiment m'y investir et vraiment m'améliorer et devenir bon? Ou est-ce que ça va juste être un truc que je vais laisser de côté comme tous les autres passe-temps que j'ai commencé les 5 derniers mois? Et c'est là en fait où j'ai envie de vous dire, si vraiment vous voulez débuter et un peu tester, que vous y connaissez pas, ne mettez pas plus que 150-200 € dans votre appareil de départ, donc trouvez-vous quelque chose d'occasion dans ce style, un Nikon D3200, un Canon 600D, un Canon 700D, ce genre d'appareil. J'ai déjà fait une vidéo à peu près comme celle-ci il y a vraiment longtemps pour un Sony que j'avais acheté pour mon père, essayez de la retrouver sur YouTube. Mais ne mettez pas plus que 100-200 balles avec objectif pour un appareil et testez. Et vraiment tentez de faire les meilleures photos avec possible, et si vraiment vous n'arrivez pas à faire de bonnes photos avec ça, il faut peut-être vous questionner, est-ce que c'est vraiment une histoire de matériel, ou est-ce que vous vous investissez pas assez? Moi il m'a fallu genre vraiment des années pour commencer à comprendre et à connaître et à utiliser mon appareil. Aussi, ne sous-estimez pas les pouvoirs de la retouche ça existe depuis aussi longtemps que la photographie existe, il y a énormément de photos qui ont plus de 150 ans aujourd'hui, qui ont été extrêmement très retouchées sans même que personne ne s'en aperçoive, puisqu'à l'époque, on utilisait de très fins petits pinceaux pour venir peindre directement sur les négatifs ou des fois sur les tirages. La retouche, ça existe depuis toujours, hein. Ça existe depuis toujours, donc ne sous-estimez pas la puissance de la retouche. Moi, je l'ai toujours dit, une photo non retouchée n'est qu'à moitié terminée. C'est pour ça aussi que je ne vous montrerai quasiment jamais mes fichiers bruts non retouchés, parce que pour moi ces images elles n'existent pas, c'est comme si elles étaient encore dans mon ventre, je n'ai pas encore accouché, je ne leur ai pas encore donné de prénom, elles n'existent pas. Donc quand vous avez un appareil comme celui-ci, un plus entrée de gamme ou un plus haut de gamme, mettez-le sur RAW, ça vous crée des fichiers beaucoup plus lourds qui ont beaucoup plus d'informations en eux, beaucoup plus de détails, beaucoup plus de couleurs, etc. Vous pouvez ensuite importer ces fichiers dans un logiciel comme Lightroom. Il y a aussi des alternatives gratuites d'ailleurs à Lightroom, même si bon, voilà, je suis pas super fan, cependant, testez et tâtez le terrain un peu. Il y a même d'ailleurs, chaque marque propose sa version du logiciel, hein. On a Fujifilm, on a Nikon, ils ont leurs trucs, etc. D'ailleurs, si vous avez un Fuji ou un Sony, vous pouvez utiliser par exemple Capture One Express qui est gratuit et qui en plus a le potentiel de créer des images bien plus belles que Lightroom, de ce que j'ai testé et remarqué. Mais voilà, faites le RAW, capturez les photos RAW là-dedans, elles seront lourdes, vous les mettez dans l'ordi et vous les ouvrez dans ces logiciels et vous ajustez tout ce que vous voulez. Balance des blancs, contraste, quand les photos vous paraissent un peu trop bizarres et les couleurs sont moches, passez-la en noir et blanc. Utilisez un peu les filtres noir et blanc aussi pour en tirer un meilleur contraste. Jouez un petit peu avec la clarté, la texture, la netteté, le grain. Des fois, moi j'ajoute toujours un peu de grain en post. Toutes les photos que vous avez vues là, il y a du grain ajouté en post. Les vidéos que vous voyez aussi, que ce soit celles filmées avec ma caméra maintenant ou celles que j'ai filmées avec le Nikon plus tôt, j'ai ajouté du grain parce que je pense que c'est nécessaire. La vue humaine voit avec du grain. Le papier, quand vous imprimez, il y a une texture. Votre écran, s'il est mat, il a une texture aussi. Donc pour moi, le grain, ça a tout son sens dans la photo et dans la vidéo. C'est même quasiment une nécessité, je pense, pour que quelque chose ait l'air plus normal et moins digital. Donc j'en ajoute partout. N'en déplaise à certains, je m'en fous, c'est ce que je fais. Je pense que c'est un bon starter. Ne mettez pas plus de 200 € quand vous débutez, honnêtement. Parce que si vous apprenez à masteriser un outil comme ça, vous pouvez faire du taf même pour des clients, même pour des gros clients, honnêtement. Si ce n'est peut-être éventuellement les petits problèmes de mise au point, les petits problèmes d'exposition automatique un peu disparates. Il y a un manque certain de confort à utiliser un appareil comme celui-ci quand on a l'habitude d'un Canon qui vaut super cher comme celui qui me filme maintenant, vous comprenez. Et c'est ça qui me manque le plus en fait. La qualité photo, elle est là, elle fait son taf honnêtement. Mais le confort, il manque un peu. Hein. Quand j'ai fait les longues expos, que j'ai vu la qualité du live view, la bague de mise au point de l'objectif Sigma qui est vraiment rikiki et pas du tout précise, il y a de l'autofocus en vidéo, mais elle est même pas un peu décente. Voilà, un manque de confort en fait. Quand on est photographe et qu'on utilise du matériel cher et qu'on revient là-dessus, il y a un manque de confort. Mais si vous débutez, ce manque de confort, il va peut-être pas exister pour vous. J'ai absolument hâte de monter toutes mes optiques Nikon argentiques dessus. Ça va être un enfer parce que c'est vraiment très dur de faire une mise au point manuelle avec un viseur réflexe bas de gamme comme celui-ci. Mais j'ai quand même hâte de tenter un peu tous mes optiques Nikon argentiques là-dessus, sauf que là pour l'instant c'est Nix qui les a toutes, donc Nix, rends-les-moi s'il te plaît. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, partagez-la, franchement j'arrive plus à parler aujourd'hui. Partagez-la avec vos meilleurs amis et aussi avec vos meilleurs ennemis. On se dit à bientôt et je vais souffler dans le micro.